L'état de flow, tout le monde en parle. C'est cet état où tout devient fluide, où on est ultra concentré, sans effort apparent. Elliot Meunier explique comment l'atteindre facilement. Mais est-ce vraiment possible? Que dit la science? Je suis Jennifer, formateur de formateurs en préparation mentale. Je forme des professionnels de l'accompagnement et des personnes en reconversion à devenir préparateurs mentaux, grâce à une approche basée sur les neurosciences et la psychologie cognitive. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne réellement l'état de flow. On va passer au crible la méthode d'Elliot Meunier et voir ce qui est validé scientifiquement. L'état de flow, c'est un état dans lequel vous êtes pleinement immergé avec l'activité que vous êtes actuellement en train de faire. Si je suis en train de méditer, par exemple, ça va être un état où, si je me concentre sur mon souffle, il n'y a plus que ça. Plus que mon souffle, plus de pensée, plus de mental. L'environnement extérieur, mon corps subtil, le souffle, le silence. Si je suis en train d'écrire un livre, ça va être des sortes de download. Vous savez, j'écris sans vraiment avoir à chercher à écrire, c'est sans friction, je suis pas dans le mental, ça se fait quoi. Ok. Si je suis en train de tourner une vidéo, c'est comme là quoi, je vais faire la vidéo en one shot, sans pause, et je sais pas vraiment ce que je vais dire après, mais ça coule. Ok. C'est vraiment une connexion à un état de présence qui fait que vous êtes en pleine acuité de vos sens et que ça coule. C'est pour ça le flow. Ok. Et en danse, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment ça l'état de flow. L'état de flow a été étudié en profondeur par le chercheur et psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Il définit cet état comme un état de concentration maximale où la personne est totalement absorbée par sa tâche. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, mais d'un état optimal où la performance est à son maximum. Les critères scientifiques du flow ont été décrits par Mihaly en 1990 au nombre de 7. Je te les donne illustrés avec des exemples concrets. Le premier, c'est une concentration totale sur l'activité. John Carmack, l'un des programmateurs les plus célèbres de jeux vidéo, est connu pour rentrer dans des états de concentration extrême lorsqu'il code. Lors du développement du jeu vidéo Doom, il pouvait passer 12 heures d'affilée plongé dans le code, totalement absorbé sans voir le temps passer. Il décrivait ces sessions comme des moments où il oubliait tout sauf l'objectif immédiat de programmation. Le deuxième critère, c'est la fusion entre l'action et la conscience. Dans ses meilleurs matchs, Roger Federer donne l'impression de jouer sans effort. Ses gestes sont fluides, il anticipe chaque balle avec une précision presque instinctive. Il a souvent expliqué en interview que lorsqu'il était en état de flow, il ne pense plus à ce qu'il fait, il agit naturellement sans interférence du mental. Le troisième point, c'est une perte de la perception de soi. Par exemple, David Bowie expliquait que lorsqu'il composait, il entrait dans un état où il oubliait totalement qui il était. Il devenait son art. Lorsqu'il travaillait sur Heroes, il racontait que l'inspiration coulait de lui sans effort et qu'il se sentait comme un canal à travers lequel la musique passait, sans plus penser ni à son ego, ni à son image. Le quatrième point, c'est une sensation de contrôle. Par exemple, Lewis Hamilton, à 300 km/h, garde une maîtrise totale de son véhicule. Il anticipe chaque virage, chaque dépassement avec précision. Il ne subit pas, il contrôle. Cette capacité à sentir qu'on a le contrôle total d'une tâche est un indicateur clé de l'état de flow. Le cinquième point, c'est une distorsion de la perception du temps. Stephen King décrit son processus d'écriture comme une immersion totale où le temps disparaît. Dans son livre Écriture, mémoire d'un métier, il explique que lorsqu'il est en état de flow, il commence à écrire le matin et soudain l'après-midi est déjà là sans qu'il ait conscience du temps écoulé. Le sixième point, c'est une motivation intrinsèque. On agit pour l'activité elle-même. L'écrivain Haruki Murakami compare souvent l'écriture à la course de fond. Dans son livre Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, il explique qu'il court tous les jours, non pas pour une médaille ou pour une reconnaissance, mais juste pour le plaisir du mouvement et de la discipline qu'il procure. Comme pour l'état de flow, l'activité elle-même devient la récompense. Le septième point, c'est l'équilibre entre le défi et la compétence. Quand Magnus Carlsen joue aux échecs contre un adversaire de son niveau, il entre dans un état de concentration extrême. Il a expliqué que si la partie est trop facile, il s'ennuie. Mais si la partie est trop difficile, il perd son engagement. Mais lorsque l'adversaire représente un défi à la hauteur de ses compétences, il est totalement immergé et joue à son meilleur niveau. Elliot Meunier décrit extrêmement bien l'état de flow. La science amène des apports notamment en termes d'équilibre entre le niveau de compétence et la difficulté de la tâche. L'état de flow, en fait, tout le monde peut l'atteindre et c'est beaucoup une question d'ingénierie intérieure. C'est-à-dire comment vous allez être en bonne disposition pour que quand vous commencez à faire l'action, vous puissiez être pleinement immergé dedans.
Et cette ingénierie intérieure, elle va se faire par plusieurs principes, plusieurs voies d'accès que je vais partager avec vous maintenant. La première des choses pour cette ingénierie intérieure, c'est en fait la première action que vous allez faire en vous levant chaque jour. Parce que empiriquement, je l'ai testé, des milliers de personnes l'ont testé, vous pouvez le tester, ça va déterminer en grande partie la qualité de votre journée. Si vous vous réveillez un peu tard, en ayant peu dormi, et que la première action que vous faites, c'est vous jeter sur votre téléphone par exemple, et ben vous allez avoir un réflexe compulsif toute la journée de checker votre téléphone en permanence. Et ça va être le truc qui va vous faire sortir du flow tout le temps. Peut-on vraiment programmer son état de flow? La recherche scientifique valide les propos d'Elliott Meunier et démontre que plusieurs facteurs permettent d'augmenter les chances d'entrer dans son état de flow. Le premier facteur, effectivement, c'est l'environnement de travail. Trop de distractions réduisent la concentration et donc l'entrée dans l'état de flow. Une étude de l'Université du Texas a prouvé que la simple présence d'un téléphone sur le bureau réduit les capacités cognitives, même si le portable est éteint. Une autre étude réalisée par Kaspersky Lab a montré que l'absence totale de smartphone dans l'environnement de travail pouvait améliorer la concentration de 26%. Les participants ont été soumis à des tests de concentration dans différentes conditions, avec le smartphone sur le bureau, dans la poche, dans le tiroir ou complètement absent de la pièce. Les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque le téléphone était complètement absent de la pièce où il se trouvait, suggérant ainsi que sa simple présence peut être une source de distraction significative. Si la première chose que vous faites dans votre journée, c'est vous lever, vous brosser les dents, sortir dehors, vous poser quelque part, je sais pas, dans un parc, sur un banc, dans une autre pièce de votre maison en rentrant, et puis que vous commencez à méditer, vous allez voir que la qualité de présence que vous allez avoir tout au long de votre journée va largement changer. Ça va plus être une qualité de présence où vous allez être fatigué, irrité, beaucoup dans vos pensées, avoir des compulsions à vouloir faire des trucs qui ne vont pas dans le sens de vos objectifs. Mais ça va être une qualité de présence où vous allez être conscient de votre corps, votre environnement, votre respiration, conscient de ce que vous faites, dans une meilleure qualité de présence. Ça, c'est la méditation qui permet tout ça. Hein. Moi, c'est en grande partie méditer tous les jours qui fait que je suis dans cet état de flow la plupart du temps. Donc si vous vous levez et que vous méditez tous les jours, vous allez cultiver une qualité de présence qui fait que vous allez être pleinement engagé avec tous vos sens dans l'instant présent, qui fait qu'ensuite, toutes les actions sont simples et vous pouvez vous immerger dans cet état de flow rapidement. En deuxième point, la méditation améliore la concentration et la capacité à rester focalisé sur une tâche. Créez-vous une petite morning routine idéale. Le matin je me lève, un peu avant le lever du soleil, pour commencer dans le noir, avec des petites bougies, me réveiller calmement. Et puis ensuite je fais ça, voilà. Designez votre morning routine idéale. Une fois que c'est fait, eh bien, demandez-vous comment je peux arriver à cette morning routine le plus facilement possible. Première chose, c'est ne pas avoir accès à mon téléphone du tout. Donc le téléphone, vous le mettez dans une autre pièce. Peut-être deuxième chose, ça va être avoir un ami avec lequel je fais cette routine. Donc peut-être, moi ce que j'ai fait, c'est que de 7 à 8, tous les matins, dans la salle de danse qu'on a construite dans mon éco-village, dans l'éco-village où j'habite, je tiens un espace de conscience, méditation, danse, yoga, respiration, dans lequel chacun, tous les gens du village, n'importe, peuvent venir et méditer ensemble. Donc ça, c'est vachement bien parce que je suis obligé de tenir l'espace. Encore un truc favorisant pour que je puisse le faire. Une fois que vous avez réfléchi à ça, peut-être aller plus loin. Comment je peux faire pour, m'encourager à le faire, me récompenser? Vous faites du journaling après et vous notez votre émotion. Comme ça, chaque jour, vous voyez que vous vous sentez bien et que vous êtes trop content. Et ensuite, peut-être que chaque jour, après cette routine, vous lisez votre vision. Votre vision, comme ça, vous vous connectez à ce qui vous fait vraiment vibrer et ce pourquoi vous venez de le faire. Et vous avez le sens plus profond qui naît tous les jours. Donc voilà, vous avez votre morning routine et ensuite, une fois que c'est ça, vous mettez dans quelle action vous voulez être dans le flow en premier. Le troisième point, c'est d'éviter les interruptions. Un chercheur en psychologie cognitive, Gloria Mark, a montré que chaque interruption nous fait perdre en moyenne 23 minutes de concentration. Par exemple, les forces spéciales militaires s'entraînent à entrer en zone de flow en réduisant au maximum les distractions. Leur environnement est conçu pour maintenir un focus total sur la mission. Donc oui, on peut créer un environnement propice au flow, mais l'ingénierie intérieure ne suffit pas toujours si on est constamment interrompu par des distractions. Vous rentrez dans le flow directement après votre morning routine sur votre ordinateur, sur ce que vous voulez. Waouh!
Vous allez voir, ça va être merveilleux. Et ensuite, du coup, vous planifiez votre calendrier, votre emploi du temps, pour que, après vos morning routines, vous mettez des actions pour lesquelles vous voulez être dans le flow le plus souvent. Voilà, tout simplement. La morning routine, un outil puissant ou un effet placebo? Une étude publiée dans Harvard Business Review a démontré que les premières heures de la journée influencent notre niveau de concentration et notre capacité de prise de décision. L'exercice matinal améliore les performances cognitives, notamment la mémoire et la concentration. Par exemple, Tim Cook, PDG d'Apple, commence chaque journée par du sport et une lecture approfondie des rapports d'entreprise. Il sait que ces habitudes optimisent sa productivité. Donc oui, une bonne routine matinale aide à entrer en état de flow plus facilement. L'état de flow, c'est du concret. La science le prouve. Mais ce n'est pas magique. Pour y arriver, il faut un équilibre entre défis et compétences et éliminer les distractions tout en structurant ses journées. Merci beaucoup à Elliot Meunier d'avoir mis en lumière un sujet essentiel. Son approche intuitive est très intéressante. L'analyse d'Elliot Meunier m'a permis d'apporter des éléments scientifiques là où il décrit quelque chose d'hyper intuitif et de très cohérent.